D'abord, je suis très impressionné moi aussi par, alors je ne sais pas si c'est de l'avance, mais si sûrement, enfin, par cet engagement, par tout ce qui se passe ici et dans les communes, par cette volonté d'aller de l'avant, par la confirmation qu'effectivement on a les jeunes générations qui poussent, qu'on a aussi un certain accompagnement peut-être réglementaire à différents niveaux, y compris au niveau étatique, avec voilà, ces questions notamment de plastique à usage unique et de volonté de faire 100% de plastique recyclé à horizon, alors je ne sais plus, 2025 je crois, je ne sais plus ce qui a été plus ou moins l'engagement, je ne sais pas si c'est un engagement présidentiel, bon. Voilà, ça ne marchera pas, c'est ça la mauvaise nouvelle, une des premières mauvaises nouvelles que je voulais vous raconter aujourd'hui. Alors, voilà, on pourrait se dire finalement dans une vision assez naïve, ben c'est super, on va faire du zéro déchet, grosso modo c'est quoi? On va arrêter d'utiliser des pailles, des assiettes en carton, on va bien composter au fond de son jardin ou alors peut-être à la cantine communale, et puis pour le reste on va faire de l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on va bien jeter ces trucs, ces poubelles, etc. dans la bonne poubelle, et puis ça va être recyclé par des gens formidables d'ailleurs, par tout un écosystème industriel, et comme ça va bien se passer. Bah, malheureusement, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Alors d'abord, je voudrais juste rappeler quelques chiffres pour se faire un petit peu peur. Hein. Alors bon, vous connaissez tous à peu près le kilogramme que chaque Français, chaque Française jette chaque jour dans sa poubelle. Alors en fait, il faut savoir que ce kilogramme qui focalise beaucoup en fait l'attention évidemment médiatique et notre attention et l'attention des consommateurs, à ce kilogramme, il faut rajouter 4 kilogrammes chaque jour et par Français de déchets d'entreprise, de déchets industriels. Alors certains sont dangereux, il y a à peu près 300 grammes qui sont dangereux, et puis à peu près 4 kilos qui eux sont des déchets industriels non dangereux. Mais voilà, il faut savoir qu'à chaque fois que vous jetez 1 kilo dans votre poubelle, il y a 4 kilos qui sont jetés par les entreprises, par les collectivités aussi, par les PME, et qu'il ne faut pas oublier non plus ces 4 kilos, et qu'il faut aussi impulser des choses, non pas juste chez les consommateurs, mais également dans les entreprises, parce qu'il y a énormément de choses à y faire également. Et pour information, derrière les 4 kg de déchets des entreprises, vous avez 10 kg supplémentaires qui, eux, viennent du bâtiment et des travaux publics. Alors, ce n'est pas le même type de déchets, il y en a un certain nombre qui sont peut-être inertes, qui vont être réemployés ou pas, mais bon, voilà, c'est en réalité 15 kilos que chaque Français, chaque Française jette chaque jour. Okay. Alors, deuxième truc un petit peu malheureux, j'ai entendu tout à l'heure plusieurs personnes qui faisaient référence à la pollution plastique océanique, donc vous savez ce grand vortex du Pacifique. Alors c'était vous, je crois, monsieur, voilà, monsieur le maire. Alors, mauvaise nouvelle, en fait il y en a 5 des vortex de plastique dans les océans, il y en a un aussi dans l'Atlantique Sud, il y en a un dans l'océan Indien, etc. Donc il y en a partout. Et puis c'est même pire que ça, parce qu'en fait on pourrait dire bah, c'est toutes ces horribles bouteilles et ces sacs plastiques qui partent à la mer, surtout d'ailleurs dans les pays du Sud qui sont peut-être moins bien organisés que nous pour récupérer les déchets. En fait, il faut savoir qu'il y a aussi des microplastiques primaires qui partent dans les océans. Hein. Donc, c'est-à-dire la différence entre microplastiques secondaires, qui sont des microplastiques issus de la dégradation de ces gros morceaux de plastique, de ces particules dans les océans au fur et à mesure des années, assez lentement, mais bon, ça finit par arriver. Et on a aussi des microplastiques primaires, c'est-à-dire ils arrivent directement dans les océans avec le vent, dans les sols. Pour vous donner un ordre de comparaison, il y a 10 à 15 millions. Vous voyez, c'est une fourchette assez large, on ne sait pas trop en fait. On estime qu'il y a 10 à 15 millions de plastiques qui terminent dans les océans chaque année, d'accord, sur les 400 millions de tonnes de plastique qu'on fabrique dans le monde. Et il y a 1,5 million de tonnes qui arrivent sous forme de microplastiques. Et vous savez ce que ce sont ces microplastiques, d'où ils viennent? Il y en a un tiers, c'est le nettoyage de nos vêtements. C'est des microparticules de polyester, etc. C'est les machines à laver. Après, ça part dans les stations d'épuration, mais bon, les stations d'épuration, elles ne sont pas parfaites. Et donc, vous voyez qu'on ne va pas filtrer, ou alors quand il pleut, ça va partir un peu plus rapidement à la Garonne, etc. Enfin, moi, je suis de Bordeaux, donc ça part à la Garonne. Et puis, vous avez un autre tiers de ces microplastiques, c'est l'usure des pneus et des peintures routières. Donc, vous voyez qu'en fait, il y a 2 tiers de la pollution des océans aux microplastiques. C'est juste le fait de rouler et de s'habiller proprement. C'est pas gagné. Hein. Vous voyez, le monde durable, ça va être quand même compliqué. Alors ça n'empêche pas de taper dans la butte et de s'occuper des macroplastiques et des choses un petit peu plus importantes, évidemment. Alors, juste pour information, tout ne tombe pas dans l'océan, d'ailleurs. Hein. Il y a une étude de Nature qui est sortie en début d'année, et ça s'appelait « Il pleut du plastique dans les Pyrénées », au fin fond des Pyrénées. Hein, donc ils ont été dans un parc national au fin fond des Pyrénées, et il tombe 365 microparticules de plastique par mètre carré et par an
au fin fond des Pyrénées. Ouais, donc nous sommes entourés de microplastiques. Pourquoi? C'est l'usure, voilà, c'est tous ces petits trucs qui se baladent. Donc en fait, c'est assez affreux le fait de vivre même, en tout cas dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, est extrêmement polluant, quoi qu'il arrive, même quand on est zéro déchet, c'est terrible. Alors, la deuxième mauvaise nouvelle, c'est que le recyclage, c'est très compliqué. Et c'est vraiment très très loin d'être parfait. Donc même si on veut être tous éco-citoyens, éco-consommateurs, et qu'on a tous les meilleurs gestes, et Dieu sait que c'est pas facile, et qu'on sait que dans les poubelles de tri, ce qui arrive est déjà un petit peu bigarré, et bien malgré ça, quand on arrive au bout, c'est extrêmement compliqué. Alors pourquoi c'est compliqué? D'abord parce que premièrement, c'est pas facile de récupérer l'ensemble des déchets qui pourraient être théoriquement recyclés, évidemment, vous le savez bien, mais c'est la question évidemment des canettes et des bouteilles, mais je suppose que vous n'avez pas dans vos mairies ou dans vos maisons des poubelles à agrafes pour jeter les agrafes séparément, des poubelles à lame de rasoir usagées, des poubelles à trombone cassées, que sais-je. Donc vous voyez qu'en fait, il y a toute une série de plein de petites choses qui sont en fait qui pourraient être en théorie triées, mais qui ne le seront pas parce qu'on est dans des objets trop petits, on est dans des objets qui sont difficiles à trier. Ensuite, il y a un deuxième problème, c'est qu'on a des usages qui sont des usages dissipatifs ou des usages dispersifs par nature. C'est-à-dire qu'on va utiliser des ressources, mais que ces ressources ne seront pas forcément récupérables pour les réinjecter dans le circuit. Alors moi, je me suis intéressé beaucoup à la question des métaux. C'est ça qui me fait un petit peu stresser, parce que vous savez, les plastiques, c'est fabriqué à partir de pétrole ou de gaz. On finira peut-être par avoir un problème de pétrole ou de gaz. On en a un, pour l'instant, c'est qu'on en brûle un peu trop pour le système de régulation climatique planétaire, mais moi, ce qui me faisait stresser depuis longtemps, c'est la question des métaux. Alors dans les métaux, par exemple, évidemment, qu'est-ce qu'il y a de plus recyclable qu'un métal? C'est génial, hein, je veux dire, vous allez prendre un câble de cuivre, vous allez démolir un bâtiment, vous récupérez le câble de cuivre, vous refaites un câble de cuivre, économie circulaire parfaite. D'ailleurs, vous pouvez lire sur Internet que contrairement au plastique, vous savez qu'ils vont se dégrader. Il y en a qui sont d'ailleurs pas du tout recyclables, évidemment, les thermodurcissables. Mais les thermoplastiques, eux, au bout de 2, 3, 4 cycles, à force de les réchauffer, de les fondre, les chaînes, les molécules vont se casser. Et donc, ça finit par perdre un petit peu de qualité et on ne peut pas recycler correctement. Mais les métaux, eux, on peut les recycler comme on veut. Vous fondez du cuivre, vous allez refaire du cuivre parfaitement. Sauf que, donc, il y a des usages dispersifs et dissipatifs. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, par exemple, si vous prenez un métal comme le titane, ça, on n'est pas très loin d'un pôle de compétitivité ou sur tout ce qui est aéronautique. C'est un métal qui est très cher, avec un point de fusion qui est élevé, donc c'est vraiment intéressant et on récupère les aéronefs en fin de vie, on va démanteler, on récupère le titane. Mais patatras, 95% du titane qu'on utilise sert de colorant blanc universel qu'on a dans le dentifrice, qu'on a dans le papier, qu'on a dans les peintures. Et donc évidemment, vous imaginez qu'en fin de vie, on ne va pas aller gratter la peinture des bateaux ou qu'on ne va pas aller gratter la peinture des bâtiments qu'on déconstruit. Et donc ça, c'est perdu par définition. Et comme on n'est pas très loin de quelques vignes, par exemple, ceux qui sont passés en bio, ils connaissent au moins bien un usage dispersif de métal, c'est la bouillie bordelaise, toujours utilisée comme fongicide, évidemment en bio, parce qu'on n'a pas grand-chose d'autre. Eh bien, qu'est-ce que c'est la bouillie bordelaise? Je vous la fais à peu près courte, on va aller chercher du cuivre dans des mines, au Chili ou ailleurs, on va l'extraire à un endroit où la planète l'avait concentré sagement, et puis on va aller le disperser sur les terres agricoles. On sait d'ailleurs qu'au bout de quelques générations, la concentration en cuivre va faire sans doute passer un peu à l'as quelques familles de vers de terre, donc ça pose un certain nombre de sujets, mais on est dans des usages dispersifs, on ne récupérera jamais cette ressource. Et donc, on est de toute manière un petit peu contraint. Et puis, il y a une troisième limite au recyclage. Alors là, cette fois, on a récupéré la ressource, on ne l'a pas utilisée de manière dissipative, on l'a vraiment en main, et on va pouvoir enfin recycler, là c'est super, mais le problème c'est qu'en fait, on a une dégradation de l'usage quand on va passer en recyclage. Alors, on pourrait parler de downgrading, vous voyez, au lieu de faire de l'upgrading, de l'upcycling. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire à peu près simple, tout ça, ça arrive de manière très mélangée. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas, la plupart des temps, par exemple, les métaux, on ne les utilise pas sous une forme métallique pure, comme le câble de cuivre, l'exemple que je vous prenais tout à l'heure, c'est plutôt des alliages. Vous voyez, on va mettre une dizaine de trucs dans une portière de voiture. Et quand ça va arriver en recyclage, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre tout ça, on va essayer de séparer le cuivre un peu, mais enfin on a du mal. Et puis tout le reste, on va le mettre dans un four électrique, on va broyer. Vous voyez, une voiture, comment est-ce qu'on recycle une voiture? On enlève la batterie parce que c'est du plomb, c'est dangereux, on enlève les vitres, on enlève les sièges. Et le reste, on broie, four électrique. Quand on prend un téléphone portable, on enlève l'écran, on enlève la batterie,
on broie, four électrique. Et quand vous allez faire ça, qu'est-ce que vous faites? Vous allez mélanger l'ensemble des petits métaux, des petites quantités, vous voyez, quelques atomes de je ne sais pas quoi, pour ceux qui se rappellent un peu de leur table de Mendeleïev, de nickel, de chrome, de je ne sais pas quoi, qui va servir par rapport à faire par exemple des métals inox. Eh bien, ça va partir en fait dans des fers à béton, dans du ferraillage, dans des aciers de bas de gamme de bâtiments. Voilà. Donc ça, c'est le monde dans lequel on vit. Le monde dans lequel on vit, c'est pas du tout un monde où on recycle, mais pas du tout. Bien sûr, on recycle, mais on reboucle pas les cycles. C'est-à-dire que on est dans un monde où on va avoir une portière de voiture qui deviendra une ferraille à béton, où on aura un bouchon plastique qui deviendra un composteur à lombric ou un récupérateur d'eau de pluie, mais qui ne refera pas. Pour plein de raisons, de produits souillés, etc., de contraintes sanitaires. Alors, troisième mauvaise nouvelle, c'est que le monde dans lequel on est en train d'avancer, le monde qu'on nous promet, celui qui va permettre de régler toute une série de choses, c'est-à-dire un monde qui est plus high-tech, qui est plus numérique. On commence à parler de smart city, ouais, ces villes intelligentes où on va optimiser les flux, on va avoir des capteurs partout, on va pouvoir se déplacer tous ensemble avec des voitures autonomes qui vont venir nous chercher, etc. Ce monde-là, il nous éloigne de l'économie circulaire. Plus on sera à faire des hautes technologies et moins on va correctement recycler, parce qu'on va utiliser de plus en plus de numérique et que tous ces produits électroniques, votre smartphone qui contient une quarantaine de métaux différents, eh bien, sur les 40 métaux différents, à condition que vous l'ayez posé au bon endroit, dans la bonne déchetterie, à condition que cette déchetterie travaille avec des bons fournisseurs, qui eux-mêmes travaillent avec des bons fournisseurs, qui ne vont pas envoyer ça au Pakistan, en Afrique de l'Ouest ou en Chine, à Guyou. Vous pourrez trouver des jolies choses sur Internet. Donc, à condition que ça rejoigne la poignée d'usines mondiales, il y en a 4 ou 5 dans le monde, qui savent traiter ces déchets électroniques, ces meilleures usines du monde, il y en a une à Anvers, il y en a une en Suède, elles récupèrent une quinzaine de métaux sur les 40, et encore de manière imparfaite, et tout le reste, on appelle ça des laitiers, des déchets industriels. C'était mes 4 kilos dont on parlait tout à l'heure, entre autres, et on va les mettre gentiment sur des sous-couches routières, enfin, vous voyez, des endroits où on va faire des lotissements, hop, on va glisser ça sous le tapis, et les ressources sont perdues pour toujours. Donc c'est un peu embêtant parce que du coup, voilà, cette accélération technologique, où mine de rien, on est pris dedans, on avance, eh bien, elle va nous poser des difficultés, alors pas sur la question des plastiques, mais sur d'autres ressources. Bon. Alors, pour vous donner un exemple, il y a des métaux, alors il y a eu beaucoup de confusion médiatique sur ça, mais des métaux qui sont très emblématiques des nouvelles technologies. Donc, par exemple, les terres rares, vous avez entendu parler des terres rares, qui ne sont pas particulièrement rares, peu importe. Vous avez l'indium. L'indium, c'est un truc qui sert à faire, quand vous avez une couche transparente et conductrice, c'est-à-dire que si vous avez un écran tactile, il y a forcément de l'indium dedans, ou le tantal, qui sert à faire des micro-condensateurs. Je ne sais pas si vous voyez les petits cylindres, là, quand vous faites tomber votre smartphone par terre, qui s'ouvre en deux sur la carte électronique. Tous ces métaux-là sont recyclés à l'échelle mondiale à moins de 1%. C'est une étude qui a été faite par l'Organisation des Nations Unies pour l'environnement. Alors, moins de 1%, en langage non technocratique, ça veut dire zéro, on est d'accord? Donc zéro. Pourquoi zéro? C'est pas parce qu'on est forcément des mauvais consommateurs, c'est pas parce que c'est forcément mal géré, mais parce que les usages sont tellement dispersés, pour le coup, dans plein de choses différentes, avec des quantités tellement petites, que finalement, voilà, on va pas savoir récupérer, ou alors c'est pas forcément qu'il y a une limite technique ou technologique, on pourrait théoriquement le faire, on sait faire de la chimie séparative, on sait lécher les cartes électroniques avec des acides pour ensuite récupérer les trucs, mais en fait à un moment il n'y a pas de pertinence économique parce que ça va être moins cher d'aller chercher un truc dans une mine à l'autre bout du monde. Le lithium par exemple, vous savez, le lithium qui contient dans toutes nos batteries, en fait, n'est jamais recyclé. Quand on recycle une batterie, on récupère éventuellement d'autres métaux à valeur ajoutée, comme le cobalt ou le nickel. On ne récupère pas le lithium parce que ce qui sortirait, pour le faire sortir, ça coûterait plus cher que de l'acheter au Chili ou en Bolivie aujourd'hui. Okay, ou en Argentine. Voilà. Alors, bref, vous l'avez compris. Du coup, avec toute cette difficulté-là, quand je pollue partout, je pollue avec mon téléphone portable, je pollue en lavant ma chemise, enfin, sauf si elle est 100% coton peut-être, mais alors il y a encore d'autres problématiques avec le coton. Enfin bref, je suis là, je roule à vélo pour avoir le pneu le moins large possible et éviter les microparticules de plastique. Mais bon, il n'y a qu'une solution, on n'a qu'une solution, c'est de réduire à la source. Réduire à la source, c'est la seule manière de faire parce que réparer, c'est toujours plus compliqué que préserver. Nettoyer, c'est toujours plus compliqué que ne pas salir. Et donc, il faut absolument aller vers une logique de réduction à la source. Il y a plein de manières de faire tout ça, puisque... Alors, ça peut paraître une mauvaise nouvelle, ça peut paraître... À certains, ça paraîtra liberticide. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire?
Mais on n'a pas d'autre choix. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas, je ne propose pas de revenir à l'âge des cavernes ou à au Moyen Âge ou au temps troglodytique, vous voyez, sur les rives de la Gironde, on est s'installer tous là-bas. Non, la bonne nouvelle, c'est qu'on a un gâchis phénoménal. On a un gâchis phénoménal dans tous nos profils de consommation, tout ce qu'on fait aujourd'hui. Bon, les plastiques à usage unique en sont un exemple particulièrement visible, criant et emblématique, mais tout autour de nous, partout, on a un gâchis phénoménal. Pensez par exemple dans le numérique, justement, à la vitesse à laquelle on change aujourd'hui nos équipements, à l'obsolescence. Alors, ce n'est pas forcément une obsolescence programmée. Vous savez qu'il y a des gens, des associations qui luttent sur cette question d'obsolescence programmée, avec la France qui est devenue le premier pays du monde à pénaliser, à créer un délit de l'obsolescence programmée. On verra si effectivement Apple, Xerox ou d'autres ont des problèmes là-dessus. Mais avant même de parler d'obsolescence programmée, il y a juste une obsolescence des désirs, l'obsolescence marketing. Pourquoi est-ce que les gens font la queue à la sortie du dernier iPhone? C'est pas parce que le dernier iPhone, le précédent est tombé en panne. C'est une obsolescence des désirs. Et il y a d'autres types d'obsolescence. Il y a des obsolescences qui peuvent être systémiques, c'est-à-dire votre ordinateur, il marche très bien, mais il n'accepte plus les mises à jour logicielles, des antivirus ou je ne sais pas quoi, donc il faut le changer, il ne va plus assez vite. Donc c'est une espèce de boucle infernale comme ça qui accélère. Et en réalité, on n'aurait pas forcément besoin de toutes ces fonctionnalités. On peut imaginer de réduire la quantité des objets dont on a besoin et qu'on injecte dans le circuit économique. Et puis ces objets, une fois qu'on les a injectés dans le circuit économique, il faut allonger leur durée de vie pour favoriser cette réparation, cette durabilité, le réemploi également. Alors c'est là que je viens sur la question du rôle de la puissance publique. Et c'est ça qui m'a particulièrement plu dans la démarche qu'il y a aujourd'hui, c'est cet engagement de la puissance publique à un certain nombre d'échelles. Alors il y a plein d'échelles différentes évidemment. Alors on pourrait dire d'abord, on va sauver la planète seulement si on a une organisation mondiale de l'environnement. Jacques Chirac, je crois, disait ça à une époque. Il faut fixer un prix du carbone mondial, disent les économistes. On ne peut pas faire des choses au niveau d'un pays parce que ça ferait partir des activités. Donc il y a des questions autour de l'impact sur l'emploi, etc. Bon. Moi, personnellement, je suis un peu pessimiste peut-être soit sur la nature humaine, soit sur la capacité à organiser, mais je pense que les COP, les conférences des parties sur la question climatique, montrent bien que c'est très difficile de se mettre d'accord à 180, 170, 190, je ne sais plus, tous ensemble, parce que il y a l'Arabie Saoudite qui ne pense pas la même chose que nous. C'est comme ça. Et puis même au niveau européen, c'est très difficile aussi. On voit bien que la Pologne n'a pas les mêmes contraintes, et la même histoire, les mêmes rêves peut-être que les Italiens ou les Français ou les Belges, ou j'en sais rien. Bon. Donc moi je crois assez modestement que les choses vont venir d'en haut et que ça va être super. À un moment, tout le monde va prendre en cause la contrainte climatique, la contrainte des déchets. Bon. Par contre, le niveau d'en dessous, c'est le niveau étatique. Et là, je pense que le niveau étatique démontre ou peut démontrer, et peut-être est en train un peu de démontrer, à condition qu'on les pousse un peu aussi, que c'est un niveau où il peut se passer énormément de choses. C'est-à-dire que on a d'abord la question réglementaire, la question normative, la question législative. On l'a vu ici, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut décréter un certain nombre de choses, d'interdictions, de taxes, que sais-je, donc qui pourraient permettre de faire, par exemple, baisser la taille des voitures, qui permettrait de bannir un certain nombre de choses, qui permettrait d'avoir des obligations réglementaires de réincorporation de produits issus de recyclage et pas juste d'être recyclables, ce qui n'est pas du tout la même chose. Bon, il y a un deuxième niveau, toujours à ce même niveau étatique, on a la question fiscale. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'arrive pas à recycler correctement ou pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à réparer? Pourquoi est-ce que quand j'ai mon fer à repasser qui est tombé en panne et que je vais chez mon dealer préféré de fer à repasser, on me répond, mais mon bon monsieur, rien que de l'ouvrir, ça va vous coûter le prix du neuf. C'est ça qu'on nous dit. Ou alors on ne trouve plus de réparateur, de machine à laver, de je ne sais pas quoi. Pourquoi ça se passe? Parce qu'on est dans un système fiscal qui privilégie l'utilisation d'énergie et de ressources, et le gâchis de ressources inéluctables, qu'elles soient issues du gaz, du pétrole ou des mines métalliques. On privilégie ça par rapport au travail humain. Pourquoi? Comment on fait ça? On met l'ensemble de la fiscalité, ou presque, sur le travail humain.
Et c'est les charges sociales, employeur ou employé. Donc on est payé en salaire net, et puis dessus on va rajouter plein de choses, et on va faire porter la sécurité sociale, on va faire porter le chômage, l'assurance chômage, on va faire porter l'ensemble des besoins. Pour vous donner un ordre de grandeur, en France c'est 450 milliards d'euros, l'ensemble des charges sociales, et l'ensemble des taxes environnementales, taxes sur le carburant comprises, c'est 50 milliards. Et les taxes hors carburant, c'est-à-dire finalement les externalités, tout le gâchis des déchets, de la consommation de ressources, etc. des entreprises, c'est 5 milliards. Et la taxe carbone, quelques milliards. Et encore, c'était avant décalage post-gilet jaune. Donc vous voyez le rapport entre les 450 milliards. Et alors qu'est-ce que ça mène, ça? Ça mène à faire qu'aujourd'hui, c'est toujours plus agréable, plus facile pour une administration, pour une entreprise, à chaque fois qu'elle le peut, à chaque fois qu'il y a une technologie qui arrive, on remplace du travail humain par une machine, par un guichet automatique, par un logiciel d'intelligence artificielle demain. Voilà. Pourquoi? Parce que l'électricité ne coûte rien et les ressources ne coûtent rien. Voilà. Donc si on ne change pas ça, ça sera extrêmement compliqué de rentrer dans un monde de la réparation, dans un monde du réemploi. Quand vous faites un bâtiment, quand vous démolissez un bâtiment, il y a plein de manières de démolir un bâtiment. Vous pouvez arriver, récupérer les carrelages, récupérer les garde-corps, récupérer des objets, des luminaires, j'en sais rien, récupérer des tuiles, récupérer plein de choses. Ou alors vous arrivez avec une grosse pince et vous allez mordre. Dans un cas, vous pourrez réemployer des matériaux, dans l'autre, non. Sauf que le premier, il exige un investissement en travail humain qui peut être plus coûteux. Donc il faudra, à un moment ou à un autre, réclamer la capacité à glisser, à sortir du paradigme du 19e siècle. On est dans un paradigme du 19e siècle, où au 19e siècle, il y avait Jean-Baptiste Say, cours d'économie politique en 1820 et quelques, dit « Les ressources naturelles sont gratuites et inépuisables ». Et par contre, le travail humain, c'était pénible au 19e siècle. Il fallait sortir les gens de leur champ pour les mettre dans la manufacture. Ça faisait grève de temps en temps encore. Bon, peut-être encore un peu au 20e siècle, mais moins au 21e. Donc, à chaque fois qu'on pouvait, on remplaçait, on mettait à la place des humains, on mettait des machines à vapeur. Ça augmentait la productivité. Et on continue à faire ça. Voilà. Alors qu'au XXIe siècle, on sait qu'on a, en tout cas dans un pays comme la France, trop de travail humain disponible, si je puis dire. Ça s'appelle du chômage, ça s'appelle du temps partiel subi, ça s'appelle des gens qui ont des bullshit jobs, vous savez, des trucs pas très sympathiques, travaillent dans les entrepôts, logistiques, je sais pas quoi. Bon. Et par contre, on sait que l'énergie, les ressources, c'est en train de devenir le produit rare, c'est en train de devenir le produit qui est coûteux, peut-être pas économiquement, mais coûteux pour la planète et coûteux pour les générations futures, si on parle de dette, etc., comme ça a été évoqué. Donc il faudra faire évoluer ça. Et puis ensuite, on peut descendre d'une échelle. On n'est plus au niveau étatique, maintenant on est à l'échelle des territoires. Et ça, c'est cette échelle-là aujourd'hui, c'est cette échelle de... alors ça peut être la commune, ça peut être la communauté de communes, ça peut être le département, ça peut être la région, peu importe, il y a toute une gamme. Et là, il y a énormément de choses à faire. Quel est le pouvoir supplémentaire qu'on a à cette échelle-là? On a d'abord le pouvoir prescriptif. C'est vous qui choisissez ce que vous achetez. Alors, vous avez des contraintes de marché public, des trucs, ok, très bien, il faut rentrer dedans. Enfin, il y a des logiques de mieux-disance, etc. On peut travailler avec cahier des charges, c'est vous qui décidez. C'est vous qui savez si vous allez acheter des trucs jetables, des machines, ou si vous allez créer des emplois à côté. C'est vous qui pouvez influencer ce que sont les cahiers des charges des bâtiments, si on prend en compte la quantité de travail humain qu'il a fallu pour le fabriquer, ou si on va chercher des panneaux préfabriqués au fin fond de la Roumanie. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez faire à travers votre pouvoir d'acheteur, votre pouvoir prescripteur. Et puis, l'autre pouvoir que vous avez, c'est ce pouvoir de... justement, c'est celui d'aujourd'hui, exactement dont on a parlé avec la question qui a été posée, c'est ce pouvoir d'entraînement, ce pouvoir d'exemplarité, ce pouvoir de soutien aussi, de soutien à des initiatives locales. Est-ce que je dois ou pas soutenir un Repair Café qui se lance? Est-ce que j'essaye de lancer une association? Est-ce que je réfléchis? Et là, réfléchissez à ce qu'est 1 euro d'argent public, ce que vous faites de cet euro d'argent public et combien d'emplois il crée ou pas. On sait que si vous soutenez des trucs high-tech et géniaux, alors c'est peut-être pas au niveau de votre commune, mais c'est à des échelles supérieures, mais à laquelle vous participez, ou vous connaissez des gens qui participent, quand on fait des méga technopoles et des machins, quand on déverse des milliards d'euros d'argent public pour soutenir la French Tech et la Startup Nation. Moi, je veux pas une Startup Nation, moi je veux une Zero Waste Nation, je veux une Low Tech Nation.
hein, justement l'inverse de la high-tech nation basée sur les smart cities, celle qui soit résiliente, qui va résister aux perturbations qui vont venir. Les perturbations vont venir de toute manière. Elles vont venir à cause de l'adaptation au changement climatique. On n'a encore rien vu. Ça ne sera pas d'ailleurs que des difficultés physiques. Il y aura aussi des difficultés sociales, parce que des gens viendront de plus en plus réclamer qu'on agisse, etc. Et puis vous aurez des perturbations liées à des aspects géopolitiques de partage des ressources. Bon, on est habitué, hein, tout le XXe siècle, il est fabriqué de ça, même le XIXe siècle aussi, mais ça viendra aussi, et ça viendra avec les ressources. Donc est-ce que fabriquer la smart city du futur avec des datas qui sont stockées par une multinationale californienne dans un data center islandais ou groenlandais, avec des capteurs fabriqués en Asie du Sud-Est qui contiennent des métaux qui sont extraits d'une cinquantaine de pays différents, dont la moitié qui ne sont pas très stables géopolitiquement, comme la République démocratique du Congo, par exemple. Est-ce que c'est vraiment le meilleur moyen d'aborder un 21e siècle stable, résilient? Voilà. Donc posez-vous un peu ces questions aussi. Donc, ce que j'ai entendu là tout à l'heure me semble, enfin, puis on en reparlera sans doute pendant le débat, il y a plein de choses à faire, c'est pas facile. Il y a plein de choses qui émergent. Je pense qu'on peut tirer beaucoup de choses à travers le zéro déchet, beaucoup de choses. Parce que pour faire vraiment du zéro déchet, du vrai zéro déchet, autre que le compostage qui est déjà formidable, et j'arrête les pailles en plastique, promis, mais de toute façon maintenant elles sont en bambou, donc c'est cool, hein, parce que c'est quand même un peu ça qui est en train de se passer. Personne n'a dit qu'on allait renoncer aux pailles, on dit juste arrêter les coton-tiges, bon très bien. Je pense que le vrai zéro déchet, le zéro déchet qui implique aussi le zéro déchet des entreprises, le zéro déchet en logistique, voilà, ça demande un travail énorme et ça tire plein de choses. Le retour de la consigne, par exemple, le retour de la consigne, ce n'est pas un problème d'innovation technologique. On sait laver une bouteille depuis très longtemps. C'est un problème d'innovation organisationnelle. C'est comment mettre tout le monde autour de la table. Les distributeurs, les logisticiens, les fabricants, les gens qui réembouteillent. Moi, je milite pour la bouteille universelle, unique, dont le marketing, il est juste sur l'étiquette. Et dedans, je mets, je ne sais pas, du Coca-Cola, du jus d'orange, ce que vous voulez, du vin. On va dire, mais non, c'est pas possible. Jamais la bouteille de rhum acceptera. Pourtant, on a quand même un bon exemple dans le Bordelais, non? La bouteille, elle ne vaut pas le même prix, pourtant c'est la même. Il n'y a que l'étiquette qui diffère. Donc on pourrait très bien faire ça. Et si on faisait ça, alors on peut réembouteiller au plus près du marché où on a collecté. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que quand vous récupérez une bouteille de Perrier à Dunkerque, il faut la faire descendre à Vergès, à côté de Nîmes. C'est un peu compliqué dans le bilan environnemental. Alors que si on réembouteillait des choses plus locales, voilà. Donc c'est plein d'exemples comme ça qui sont compliqués, qui seront courageux, qui ne seront pas toujours forcément bien acceptés. Il faut y aller aussi pas à pas, c'est vrai, hein, il y a des étapes. Sauf que le pas à pas, au bout d'un moment, il faut changer d'échelle. Donc le soutien de la puissance publique, c'est une manière de changer d'échelle par rapport à tout ce qui se passe au niveau déjà associatif et au niveau personnel, on va dire, des gens qui ont une démarche personnelle. Juste pour un exemple, je ne sais pas. Rêvons un peu, essayons de nous imaginer entre le super petit magasin en vrac, associatif ou pas, qui a ouvert, je ne sais pas où, dans une de vos communes, qui est génial et tout, et tous les mercredis soirs, ou le premier mercredi soir du mois, il y a une formation pour apprendre à faire son dentifrice tout seul, avec 5 personnes qui participent, vachement engagées, tout super. Entre ça, et puis la région Aquitaine qui dirait, on va lancer du zéro déchet dans l'ensemble des lycées, dans l'ensemble des administrations. Je demande à toutes les communes d'installer un référent, etc. etc. Enfin, imaginez ce que pourrait être le passage à l'échelle si on avait vraiment envie. Voilà. Donc moi je dis, je compte sur vous. Je suis venu pour ça, sinon j'aurais visité je ne sais pas quoi aujourd'hui à Bordeaux. Bon. Voilà. On peut passer à l'échelle. Ça demande du courage. Ça demande du courage. Parce que tout changement demande du courage. D'accord ? On se dit qu'en fait l'être humain est un innovateur et tout super, on a toujours inventé, on est passé du silex à l'âge de cuivre. C'est faux. L'être humain, c'est un copieur. C'est un imitateur. Une fois sur 1 million, il y en a un qui innove, qui a le courage de faire pas pareil que les autres. Et si ça marche, son truc, alors les autres suivent. C'est ça qui a fait notre force. D'accord ? Même les désirs, nous n'avons pas de désir. La rivalité, c'est la rivalité mimétique, le désir mimétique. On désire ce que désirent les autres. Si mon voisin part en week-end spa à Budapest avec EasyJet, départ Bordeaux, j'ai envie de faire comme lui. Hein, c'est comme ça que ça marche. C'est pour ça que nos voitures sont de plus en plus grosses. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de piscines, je ne sais pas, etc. Okay ? C'est pour ça que dans le numérique, il y a ce truc. On peut jouer là-dessus de l'autre côté.
le zéro déchet va devenir hype. C'est le truc qu'il va falloir faire. C'est le truc qu'il va falloir imiter son voisin. Mais il faut du courage au début. Les premiers qui se lancent, c'est pas facile. Les premiers qui se lèvent de leur chaise, c'est pas facile. Parce que c'est beaucoup plus facile de se planter en faisant de l'innovation comme tous les autres que de faire une innovation différente au début. C'est plus facile de se planter à faire de la blockchain ou je sais pas quoi. Tout le monde va se planter avec ce truc-là, ça sert à rien. Enfin, il y a peut-être 2-3 usages très précis, mais peu importe. Mais si on se plante, c'est pas grave, on aura fait comme les autres. Mais alors, essayez de faire un truc zéro déchet et plantez-vous, ça c'est dur. Voilà. Donc c'est du vrai courage. C'est ça que j'imagine. Donc voilà, je vous propose à toutes et à tous de rejoindre vos composts de combat. Merci. Alors, je ne vous avais pas menti, c'était passionnant. Merci beaucoup, Monsieur Biwix, d'être venu aujourd'hui parmi nous.